Et on va parler un tout petit peu de ce qui se passe à gauche quand même, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe chez Emmanuel Macron et à droite. Arnaud Montebourg s'est donc retiré de cette candidature. Écoutez, avec les mots et la grandiloquence qui lui sont habituels. Je suis venu ici à Bibracte, sur cette terre qui m'est chère, vous dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures, et ce malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe. J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique, mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ces perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées. Bruno Jeudi, sur ce grand moment de... Arnaud Montebourg raccroche donc, puisqu'il n'a pas réussi à joindre, vous savez, c'est un truc qui a fait rire tout le monde, il a appelé les candidats, personne ne lui répondait. C'est un sacré comédien quand même, hein. Il leur a au moins mis une touche de, un peu de sourire dans un paysage à gauche qui est complètement chamboulé. C'est un champ de ruines, c'est une morosité à tous les étages. Et donc, il se retire, j'allais dire, c'est presque un non-événement. Il était à 1% dans la dernière mesure qui le concerne. Et pour les autres, c'est pas terrible non plus. Fabien Roussel ferait une bonne campagne, formidable. Il est à 2. Alors, il est quand même, il a réussi. Non, mais je suis d'accord. Très bien, mais ça reste Epsilon. Bien sûr. Il est à 2. Alors que c'est pas un phénomène politique. Après, si on continue, si on fait l'inventaire, elle est à 3, Anne Hidalgo. C'est complètement surréaliste. Enfin, je veux dire, le PS, c'est vraiment un parti qui s'est recroquevillé, qui s'est sectarisé et qui se réduit maintenant à 3 points, la moitié du score de Benoît Hamon aujourd'hui. Ça peut peut-être progresser. Et Christiane Taubira, qui elle est à 4. On continue, on monte. Après, Yannick Jadot à 5. Et Jean-Luc Mélenchon. Et il y a Jean-Luc Mélenchon qui effectivement aujourd'hui est celui qui tire son épingle du jeu. Finalement, sa constance, alors à détruire le Parti Socialiste, hein, ça il faut le reconnaître, mais aussi finalement à avoir peut-être un programme très à gauche. Le crédit aujourd'hui, finalement, les gens de gauche qui veulent encore voter à gauche, apparemment, ils ont plus envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et on commence à voir certains élus qui se disent, bon, bah, si c'est Mélenchon, c'est Mélenchon. Mais on voit bien surtout que la plupart des gens de gauche, ils sont en train de se dire, bon, bah, pour 2022, c'est cuit. Alors, il y a les raisonnables qui vont se dire, on va voter Emmanuel Macron. 27% quand même des sympathisants socialistes disent vouloir voter pour Emmanuel Macron. Et puis les autres, bah, ils s'abstiendront. Bon, Louis Dragnel, triste paysage. Je lisais ce matin un commentaire qui terminado la remontada, et je trouvais ça assez drôle. La renonciada aussi. Oui, exactement, la renonciada. Non, mais je trouve qu'il y a un côté assez pathétique parce qu'on savait tous que, même lorsqu'il s'est déclaré, on savait tous qu'Arnaud Montebourg n'irait pas jusqu'au bout. Je crois qu'il y croyait. Hein. Ouais, mais mais quand vous y croyez vraiment, vous levez des fonds. Quand vous y croyez vraiment, vous essayez de trouver des parrainages. Quand vous y croyez vraiment, je crois qu'il y croyait. Il a vraiment essayé, mais le problème, c'est sa mégalomanie. Le vrai problème est là. Oui, mais il y avait quand même, dès le début, il y a quand même cette logique de vouloir dealer. Il savait très bien qu'il n'irait pas jusqu'au premier tour, que c'était compliqué. Écoutez, moi, je connais bien quelques-uns de ses proches. Un peu d'argent, tout ça. Il a tourné des popotes, etc. Donc je trouve que là où je rejoins Bruno, c'est que oui, c'est un non-événement politique, ça pesait assez peu. Je trouvais qu'il avait fait un bon début d'entrée en scène. Je trouvais que c'était intéressant. Non, mais il levait des sujets qui étaient pas forcément, qui étaient parfois un peu transgressifs à gauche. Le Made in France. Le Made in France. Son sujet qui était affreux, c'était la taxation sur Western Union, etc. Non, ouais, mais je trouvais que par exemple sur les questions d'immigration, il avait un logiciel qui justement était un peu différent du logiciel qu'on entend habituellement à gauche. Et puis finalement, moi, quand je voyais que par exemple il était en tractation pour essayer de se rallier à Christiane Taubira, c'était le grand écart, encore une fois, le grand écart idéologique. C'est incompréhensible pour tous les électeurs de gauche. Et donc c'est là où je rejoins votre analyse, hein, Bruno. C'est que c'est un des symptômes de l'échec de cette gauche. Mais
une gauche qui est à terre et je vois pas tellement comment elle peut remonter même après la présidentielle. La difficulté, si vous voulez, s'unir derrière Jean-Luc Mélenchon, ça, il a quand même fait 18 la dernière fois. Vous voyez, quand la droite s'est effondrée, on voyait, il y avait des chapelles, on avait du mal à voir comment ils pouvaient s'entendre. Là, ils s'entendent humainement. C'est d'abord et avant tout des questions d'ego ou de personne. Là, quand on regarde les propositions au niveau idéologique, il y a que des lignes totalement irréconciliables et il n'y a plus ce socle du Parti socialiste dont parlait Bruno. Et en fait, ce sont des gens qui essentiellement vont sans doute voter pour Emmanuel Macron. Et je crois aussi pour certains d'entre eux, pour Valérie Pécresse, avec un autre argument qui est la dimension, c'est peut-être la première fois de l'histoire qu'une femme accédera à la présidence de la République. Et c'est un argument que moi j'entends par exemple autour de moi. On verra s'il est déterminant dans le vote. Janine Bougrab, sur l'état de la gauche. L'état de la gauche ne pourra se relever que si elle construit en tout cas un projet, qu'elle débatte, qu'il y ait des idées. Et moi je me souviens à une époque où il y avait des fondations qui étaient en fait des incubateurs d'idées. C'est vrai que la fondation Jaurès, on l'entend peu par rapport à la fondation de Dominique Régnier où on reçoit des publications ou même encore l'Institut Montaigne. Et quand on regarde ce qui s'est passé outre-Manche, quand les partis travaillistes s'étaient effondrés avant l'arrivée de Blair au gouvernement, c'est des think tanks qui ont travaillé pendant plusieurs années et construit un projet et des idées. Et moi, je crois qu'en réalité, ça peut pas être par des personnes qui seront des personnes providentielles, qui sont tous convaincus que sans eux, la France ne pourrait pas fonctionner, et donc, il faut sans doute laisser passer ce tour-là et se mettre au débat. Et voilà, il y avait la République des idées. On n'échappera pas à une refondation de la gauche sans avoir des think tanks qui seront là pour travailler, réfléchir, faire des propositions, regarder ce qui se passe ailleurs, comme ça a été fait en Allemagne et comme ça a été fait au Royaume-Uni. Bruno Jeudi, sur cette primaire populaire, là, donc Jean-Luc Mélenchon décide de l'attaquer pour qu'on retire son nom de la liste des candidats. C'est bien ça? C'est tout à fait ubuesque en fait. Ah oui, c'est ubuesque. Alors cette primaire populaire, ça vaut le coup de s'y arrêter 2 minutes parce que c'est quand même un truc. Alors là, ça aussi. C'est quand même 300 000 personnes, hein, c'est pas rien. D'abord 300 000, oui, quasiment 300 000 personnes. Ça, c'est une initiative citoyenne, enfin de militants de gauche qui veulent absolument cette primaire. Mais enfin, il faut voir comment elle fonctionne. C'est quand même ça qui est. D'abord, on peut être candidat contre son gré. C'est-à-dire qu'ils ont mis effectivement Mélenchon qui ne veut pas être candidat, Yannick Jadot qui ne veut pas être candidat, Anne Hidalgo qui après avoir voulu être candidate maintenant ne le veut plus. Donc ils vont tous être mis dans le. Ça c'est démocratique. Dans la primaire. Mais c'est quand même un truc de dingue. Oui, on n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Après, c'est pas un vote. Après, c'est pas un vote, c'est une appréciation. Vous savez, c'est comme les smileys là, vous voyez. J'aime pas. Oui, c'est quasiment des codes couleurs. Donc, voilà. Vous avez aussi, alors ça on le souligne moins, il y a un programme. C'est-à-dire que celui qui gagne, il a le programme. Il est engagé par le programme. Il n'a pas choisi le programme, il est engagé par le programme. Et si c'est le programme, faut le regarder quand même. Le programme, faut le regarder 2 minutes. Désarmement des polices municipales, abrogation des lois antiterroristes, j'en passe et des meilleurs. Au passage, des lois qui étaient votées sous Christiane Taubira. Donc elle va embarquer en plus un programme qui est quand même juste l'inverse de ce qu'elle a défendu quand elle était mise. Qui est quand même un programme qui fleure bon la gauchiste d'université, dessus d'étudiants, quoi. C'est un truc, mais ce truc, c'est... Je ne comprends pas qu'on s'emballe de son enthousiasme pour cette primaire populaire. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon a tout à fait raison. Oui, il a raison. Il a raison, donc on va trouver un point commun, on va défendre Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, c'est assez étonnant. Mais c'est quand même... c'est un déni de démocratie, en fait, normalement. Sous couvert de démocratie. Oui, sous couvert de démocratie, mais ça prouve que la gauche est un peu égarée ces dernières années.